Sharon Pryor, c'est une adolescente de 16 ans, 1975. Elle disparaît comme ça un soir. I knew something was wrong. She should be home. That's not Sharon. Where is she? Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard dans un boisé de Longueuil. I remember mother screaming. I'm yelling, give me back my daughter. Sa mère cherche depuis pratiquement un demi-siècle qui a tué sa fille. It's a fight of my life. I just want the answers. I want to know who did this. Quand on entretient la flamme, on entretient l'espoir. Mais là, grâce à la nouvelle technologie, la science, Il n'y avait toujours pas de lien qui avait été fait. On peut aller chercher l'ADN. Ils ont trouvé un nom. C'est pour ça qu'on court après un fantôme depuis tout ce temps-là. Éric Racicot, un sergent détective de la police de Longueuil, pense réussir là où tout le monde a échoué, c'est-à-dire identifier le suspect. And it'll be 48 years. Well, do you want a coffee? Or a tea? tea, please. A tea? Okay. Look at some pictures. I remember this one very well. Can you see that one? It's me, Maureen, Sharon, and Jojo. We were playing Monopoly. Oh, yeah, on the floor. Yeah. On the floor. Sharon. That was cute. Well, Maureen, me, I think I can't even tell us apart. Jojo. Here you go. That's another one. Yeah, that's at Christmas. That's Reverend Cochran. At the Reverend's there. Sharon was a sweet girl. And I found her very beautiful. Of course, every mother would say that, I'm sure. My name is Mrs. Yvonne Pryor, and I am the mother of Sharon Pryor that was kidnapped, raped, and murdered in 1975. In all those years, while we're trying to find out who was involved in Sharon's murder, it's not finished. And then there's got to be the answers. OK. Moi, ce que je vais faire, je vais demander à Sophie qu'elle l'appelle. Mon premier contact avec le dossier du meurtre de Sharon Pryor est survenu en décembre 2021. À ce moment-là, j'enquêtais déjà sur un autre dossier cold case. Ce dossier-là m'a amené à prendre connaissance du dossier Sharon pour voir s'il n'y avait pas un lien entre les deux dossiers. Je m'appelle Éric Racicot. Je travaille comme sergent détective au service de police de Longueuil. Je suis le 14e enquêteur principal au dossier. C'est un dossier cold case. Et à cela, on peut également rajouter au moins une trentaine d'autres enquêteurs qui ont contribué ici et là à différentes techniques d'enquête dans le dossier. Sharon, à ce moment-là, c'est une petite fille pleine de vie, qui est très appréciée de la communauté dans Pointe-Saint-Charles, qui est très connue aussi. Elle a beaucoup d'amis. Elle est très active aussi également, elle fait du sport. Elle habite dans Pointe-Saint-Charles avec sa mère et ses frères et sœurs, dont 2 sœurs jumelles, Doreen et Maureen. Actually, we're looking at pictures. Oh, yeah, we're looking at pictures. She was shy. She was, I guess, more timid than we were. But she was a beautiful soul inside and out, inside and out. I'm Doreen Pryor. I'm Sharon Pryor's sister. And I'm Maureen Pryor, Sharon Pryor's younger sister. I was 14 at the time of her death. She had lots of friends, mostly from school. And she was, up and doing more things outside of that. She was older. She had her mindset of a 16-year-old woman, young lady. C'est une petite fille sans reproche, qui a une belle personnalité aussi. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le samedi 29 mars 1975, elle a été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait le domicile familial. On the 29th of March, I was at home. Coming in the evening, Sharon was getting ready to go out. Sharon left the home at 7 o'clock. She was heading out that day at 7 o'clock to meet friends at Marina's. It's like a little joint, little pizza place on Ash Avenue and Wellington. On pourrait dire presque la pizzeria du coin. C'est à 650 mètres de chez elle, une marche d'environ 6-7 minutes, donc c'est vraiment pas très loin. Puis c'est un parcours qu'elle empruntait fréquemment parce que c'était comme un point de réunion pour les jeunes de l'époque.
2 hours later, her friend Donna phoned me up. She said, is Sharon there? No. This is Pryor. I don't want to scare you. That's what she said. She says, well, there was an attack on a woman on Ash Avenue. Oh no. I said, oh no. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer vraiment à s'inquiéter pour sa fille. Et ce qui est arrivé exactement, c'est qu'il y a une dame du nom de Cheryl Roy qui s'est fait attaquer par un homme inconnu au 565 de la rue H dans Pointe-Saint-Charles. All I remember is at that point at night, we were looking at my mom, and my mom said, Sharon's not home. That's right. And where is she? And we were looking, and we were, thinking, where is she? And my mother went, she was frantic. Yeah, she said, I never something's wrong. forget. Something's wrong. Something's terribly wrong. She kept on saying, she goes, I have a feeling. Yeah. And then I phoned police about 2. The police told me, they said I wouldn't worry too much. They said she's just probably at a party somewhere and she just forgot the time and that, and she'll probably come home tomorrow. But I said, you don't understand. There was a woman that was attacked. Il n'y avait toujours pas de lien qui avait été fait à ce moment-là par les policiers entre l'enlèvement de Sharon et l'attaque sur Cheryl Roy. I remember we were looking out the window, me, Mom, and we kept on looking back and forth and checking, see if she was coming home. It's getting later and it's dark. She should be home. That's not Sharon. She would have called. She's not home. Where is she? It was terrible. I knew something was wrong. I knew it wasn't right. I knew, I had that feeling, I had that feeling through me. It was horrible. My mother, she saw someone across the street. That's right. It was Ronnie. So I yelled out to him, what is in the newspaper? And he looked at me, he said, nothing, Yvonne, nothing. I crossed the street and I grabbed the paper and I ran back. He let the paper go. And I read that there was a girl found in Longale. In my mind, it was Sharon. That was all. I knew it was her. I remember Mother screaming. I remember the high pitch when she found out. I remember that. And the scream and the, it's her, it's her, it's her, it's her. It's her, yeah. I just went nuts. I didn't handle it very well at all. We lost her that day. Yeah, we lost her. We lost her that day. She lost her daughter. We lost her sister. She lost herself. She lost Yeah, she herself did. that day. She lost herself. Ce dossier-là, étant donné qu'il était toujours resté au premier plan dans notre section d'enquête, je me suis dit, ça vaut la peine d'y donner un regard complètement autre, un regard neutre, puis de réanalyser tout ce qui avait été fait au fil des années pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Mon nom, c'est Sophie Touga. Je suis lieutenant détective à la section des crimes majeurs, la police de Longueuil. Puis, depuis environ 4 ans, je suis aussi responsable de la section des homicides non résolus. Ils sont tous là-bas encore dans les containers? Il y a quelques années, on avait un dossier particulier qui n'avait pas été résolu, un dossier d'homicide. On avait pris la décision, en tant que gestionnaire, de prendre quelqu'un qui connaissait pas du tout le dossier. C'est un peu dans la même optique que j'avais demandé à Éric Resco de regarder le dossier Sharon Pryor. C'est un dossier qui comporte environ 7-8 caisses de documents qui avaient été très étoffés au fil des années. Dans ces boîtes-là, on retrouve évidemment l'ensemble des témoins, l'ensemble des policiers qui ont travaillé sur le dossier, mais également les rapports des enquêteurs. On trouve le rapport d'autopsie, on retrouve les photographies de la scène, on retrouve les exhibits qui ont été saisis. La première fois que la police de Longueuil me parle de l'affaire Sharon Pryor, déjà, je sens que Éric, l'enquêteur, le sergent détective, est sur une bonne piste. Ça fait 48 ans que les policiers enquêtent sur cette affaire-là. Il y a 120 suspects qui ont été identifiés au fil des ans. Et il était tellement convaincu de résoudre ce crime-là en raison des nouvelles technologies, nouvelles techniques d'enquête que je connaissais absolument pas. Son enthousiasme est contagieux et on a le goût d'y croire. On va d'abord regarder où
Sharon a été retrouvée sur cette carte-là. Ça, c'est Longueuil, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on est sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. L'endroit où on veut se situer, ça se trouve être l'intersection du chemin du lac et du boulevard Guimont. Décris-moi ce que les policiers remarquent sur la scène et notent donc sur ce plan-là. Ce qui va attirer surtout l'attention des policiers, c'est surtout le nombre d'objets qui va être trouvé à proximité. On constate là, que la scène est quand même désorganisée. Il y a beaucoup d'indices qui vont être recueillis à ce moment-là. On retrouve sur la victime son propre manteau qui est déposé sur elle, puis il y a une chemise qui est attachée après la bandoulière arrière de ce même manteau-là. Donc, on pense que cette chemise-là a été utilisée comme lien de contention pour restreindre la victime dans ses mouvements. Là, on a la photo où là, on voit le corps de Sharon Pryor avec le fameux pantalon là, qui lui a été retiré. On voit qu'elle porte toujours ses souliers. C'est sûr que nous, ce que ça nous dit, c'est que le suspect a dû quand même s'acharner d'une certaine façon pour retirer le pantalon parce qu'il doit le passer par-dessus les souliers. Il y a de la résistance. Mais nous, ça nous permet de récupérer de l'ADN du suspect à ce moment-là parce que là, il a pris le temps de bien positionner ses mains sur les vêtements pendant un certain laps de temps. Moi, c'est ce qui m'a marqué tout de suite quand j'ai commencé à faire l'analyse de la scène de crime. Ce qu'on voit sur elle, c'est son manteau à elle, un manteau en suède brun, et une chemise bleue qui est attachée après la ganse arrière de son manteau. Donc, elle a été amenée, probablement attachée sur place. Puis c'est là que l'agression, Ouais. il a enlevé le manteau, il a enlevé les liens. Exactement. Il l'a agressée. Puis comment il l'a tuée? C'est quand on regarde, la pauvre petite fille, cette photo, on voit qu'elle a vécu l'enfer, là. Toute la violence a été concentrée sur le visage de Sharon. Dans le fond, avec son propre sang, elle s'est étouffée puis elle est décédée comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois que les nombreuses photos de la scène de crime ont été effectuées, souvent par la suite, on va procéder à la photo des exhibits qui vont être saisis. Ici, on a la photo qui, pour nous, qui s'est avéré l'élément le plus important dans l'enquête, c'est-à-dire le manteau de Sharon, mais surtout la chemise qui était attachée après la bandoulière arrière. Là, on le voit très bien, il y a un nœud qui a été fait. Ça, c'est les fameux pantalons de Sharon qui avaient été enlevés. Il faut comprendre que tous les exhibits de la scène de crime avaient été conservés. Donc, à ce moment-là, à l'époque, ça avait été conservé sans savoir que l'ADN existait ou que ça pourrait être utilisé éventuellement. Mais il y avait une politique de les conserver au niveau du service de police de Longueuil. Ensuite de ça, quand l'ADN a commencé à se développer dans les années 2000, là, tranquillement, on a commencé à ressortir les dossiers cold case pour voir si on ne pourrait pas faire une évaluation de ces exhibits-là puis tenter de retracer des profils d'ADN. C'est sûr que plus le temps avançait, plus les techniques se sont raffinées au niveau de la collecte d'ADN puis de la récupération et de l'identification. Et en 2015, là, on a commencé à avoir quelque chose de vraiment intéressant. On a commencé à avoir un profil du suspect, pas juste à un endroit, pas juste à 2 endroits, mais là, on commençait à l'avoir à 3 endroits différents sur la scène de crime. En ce qui concerne l'implication de la famille dans le dossier d'enquête, je me suis rendu compte très rapidement, puis ça, c'est en prenant connaissance justement de la boîte d'enquête, qu'ils ont été impliqués de A à Z. Vous venez de célébrer son anniversaire? Oui, 85? we had a big party. Ah oui? Parallèlement à l'enquête de la police, vous faisiez vos propres recherches, vous alliez sur place, aller voir des gens, voir des suspects pour voir à quoi ils ressemblaient. First, we start I used to get the telephone book. I still have them, the telephone books. I don't know if anybody else has them, saved them that long. Pourquoi vous avez gardé... If we were looking for a name of a person, and we'd had the address, and we'd go there and we'd look at the person and, get an idea who he was, you know? We suspected at least 50 to 75 people. Yeah. We have photos, we have interviews.
When we would get a little tip, we'd go on the computer and we'd email the detectives. Ils ont aidé les policiers pour des nouvelles sources d'informations, mais aussi pour nous transmettre des fois certaines coordonnées de suspects potentiels. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire aussi parce que on dit souvent que quand on entretient la flamme, on entretient l'espoir, mais c'est un peu ça que la famille a fait dans ce dossier-là, puis c'était la bonne chose à faire. Vous avez toujours gardé un contact très, très étroit avec les enquêteurs qui travaillaient sur le dossier de Sharon. Oui. I didn't want them to stop looking. C'est le combat de votre vie. Yes, yes, it's a fight of my life. I just want the answers. I want the answers. I want to know who did this. Si on se reporte le samedi 29 mars 1975, Sharon Pryor, on sait qu'elle a quitté son domicile vers 19h15 sur la rue Congrégation. Ça, c'est dans Pointe-Saint-Charles. Pratiquement au même moment, à 19h20, au 565 avenue H, il y a une jeune femme du nom de Cheryl Roy qui va se faire attaquer. Dans le fond, l'individu qui est anglophone va arriver en arrière d'elle avec un couteau. Il va lui pointer le couteau à la gorge, puis il va lui dire en anglais, il va lui demander de la suivre. Elle va tenter de se défendre et se débattre, mais au même moment, il y a, dans le fond, un groupe de jeunes qui vont circuler sur la rue puis qui vont être témoins de ça. On pense que nous, à ce moment-là, quand il a pris la fuite, il s'est sauvé dans les ruelles puis s'est retrouvé face à face avec Sharon, qui, elle, se dirigeait vers la pizzeria. Donc, il devait passer par le même chemin pour aller à la pizzeria. Donc, Parce que ça coïncide, là. Ça coïncide, là. Oh, oui, dans le temps, effectivement. Pour nous, là, il y a plus de chances que c'est relié que ça ne le soit pas. Oui, donc est-ce que Cheryl a été en mesure, ces témoins-là, de donner une description Oui. sommaire? Oui, on le Est-ce voit. qu'on l'a, celle-là? Dans le rapport de police de la plainte de Cheryl Roy, on retrouve la description de cet individu-là. Oui. Donc, à ce moment-là, on parle d'un individu là, de quand même d'une certaine grandeur, environ 6 pieds, un individu qui a 28 ans, les yeux bleus, possibilité de moustache, les cheveux un peu plus pâles, châtains. Donc, on a quand même une description intéressante. J'imagine qu'aujourd'hui, cette description-là, qui avait l'air un peu simple à l'époque en 75, Ouais. peut être hyper importante aujourd'hui en 2022. C'est sûr qu'on ne peut pas non plus se fier à 100 mais c'est un excellent indice de base pour sélectionner certains suspects. Ma première démarche d'enquête, ça a été de constater que dans le dossier, il y avait un rapport de phénotypage qui avait été demandé auprès d'un laboratoire américain. Donc, un rapport de phénotypage, c'est établir un portrait robot d'une personne ainsi que ses caractéristiques physiques à partir de l'ADN. Au final, on a une description physique avec un portrait robot de l'allure du suspect au moment des événements en 1975. Donc, il y a comme une projection de son apparence physique. Nous, ce qui nous anime, c'est qu'on sait qu'on est capable de faire une différence. Dans le cas des affaires non résolues, mais aussi des dossiers plus contemporains là, qui sont en cours, on sait que grâce à nos expertises scientifiques, on est capable d'orienter les enquêtes. Puis surtout, on est capable d'aider tout le système de justice à amener des réponses aux familles. Je suis Nicolas Tremblay, je suis biologiste judiciaire au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. Quand on parle de portrait robot génétique, le but de l'analyse, c'est d'utiliser la séquence d'ADN qu'on a été chercher. C'est vraiment quand on va aller lire au niveau des bases les changements dans l'ADN. On sait que si on regarde à, mettons, ces 3 endroits-là au niveau du code génétique, on est capable de déterminer que la personne elle aurait les yeux bruns. Si elle avait eu d'autres lettres, donc si on dessine un autre résultat où les lettres sont différentes, mais on sait que l'ensemble de ces mesures-là, ça va donner, par exemple, des yeux verts. Puis comme on a pris 1 million de mesures à différents endroits,
On est capable d'aller chercher l'ensemble de ces lectures-là dans le code génétique pour être capable d'aller prédire la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grosseur du nez, l'apparence, dans le fond, des joues. On est capable vraiment de recréer le portrait robot génétique d'un individu. Ça, c'est vraiment parce qu'on a des milliers de mesures. Est-ce que c'est 100% sûr? Le portrait robot génétique, c'est sûr qu'on est dans des probabilités. Mais souvent, ce qu'on va être capable de dire, c'est avec une grande probabilité, qu'est-ce qui ne fait pas partie du portrait robot. Donc, par exemple, si on prend quelqu'un qui a les cheveux blonds puis qu'on teste son ADN au niveau de la couleur de ses cheveux, on va être capable de dire que c'est au-dessus de 99 % que ce n'est pas des cheveux noirs, que ce n'est pas des cheveux bruns, puis qu'il n'y a probablement pas de roux. Donc, les couleurs que ça laisse, dans le fond, pour la couleur des cheveux, bien, c'est blond, peut-être un peu châtain. Donc, c'est vraiment ça, la force au niveau du portrait robot. On est capable d'aller dire qu'est-ce que c'est pas, puis souvent, ce qui reste, étant donné qu'il y a des couleurs d'yeux, des couleurs de cheveux, des couleurs de peau, il n'y en a pas 150, on a une bonne idée, dans le fond, du portrait robot. Ce qui était très intéressant, c'était de constater la ressemblance frappante entre l'individu dans le rapport et le suspect qui a attaqué Cheryl Roy au moment de l'enlèvement de Sharon Pryor. Moi, quand j'ai fait l'analyse du dossier dans son entier, il y avait entre autres les correspondances entre les enquêteurs et la famille Pryor, principalement des courriels. Il y avait Mme Pryor qui transmettait une information pour l'enquête. C'était un article provenant d'une affaire résolue par la police de Toronto, en Ontario, sur l'affaire Christine Jessup. I saw it on TV or the internet or something, my iPhone, and I said, oh, wow, look at this, it's DNA. I said, it's a new technology. I said, Mom, I said, I'm going to read you something. And she was just looking at it, and she was reading it, just, okay, we have to phone the detective. And she said, send them right away. Send them to the detective. I was very excited because I knew there was something that we could do. Donc, à travers les années, vous avez suivi l'évolution de la police scientifique pour aller chercher de l'information et dire aux policiers, regardez, vous devriez faire cette technique-là, vous pourriez faire un profilage génétique parce que vous saviez que les policiers avaient en main l'ADN. As I know that they had in their hands, yeah. L'affaire Christine Jessup, c'est un meurtre. Dans ce dossier-là, les enquêteurs ont réussi à résoudre l'affaire grâce à la généalogie génétique. Au niveau de la résolution des crimes, l'ADN, ça a toujours été utilisé dès qu'il y a eu une technologie qui nous permettait d'aller interroger cet ADN-là. Quand on fait le portrait robot génétique, on obtient aussi l'information pour la généalogie génétique. Donc là où on va aller prendre 1 million de mesures différentes dans l'ADN, on est capable après de prendre ce million de mesures-là et d'aller le mettre dans des bases de données publiques qui vont nous permettre de voir si des gens ont déjà versé leur profil génétique, si on aurait une correspondance. Si je commets un crime et qu'on établit mon profil de généalogie génétique, on va trouver un deuxième cousin dans mon arbre généalogique. On transfère ces informations-là à un généalogiste. Le généalogiste, lui, il va aller consulter des banques de données publiques. Ensuite, son travail à lui, c'est de trouver les ancêtres communs à tous ces arbres généalogiques-là et de donner à l'enquêteur les arbres qui redescendent ou qui convergent vers des suspects potentiels. C'est dans une population, puis c'est démontré là, aux États-Unis, si on a 1 à 3 % de la population qui a fait un test et qui s'est mis en banque, c'est sûr qu'on va avoir, dans le fond, une concordance assez grande pour avoir presque une certitude qu'on va être capable de cibler la famille de cet individu-là. Là, j'ai trouvé ça incroyable. Je disais, OK, là, on a plus que ça. On n'a pas juste un portrait robot. On a vraiment versé son ADN dans des banques de généalogie génétique américaine pour essayer de trouver des matchs. Dans ce dossier-là, en plus du profil génétique inconnu, on a la séquence du chromosome Y. Ce qui est particulier au niveau du chromosome Y, c'est qu'on va l'hériter presque, dans le fond, identique de notre père, de notre grand-père, de notre arrière-grand-père. Donc, à l'aide du chromosome Y, on est capable de tracer ce qu'on appelle une lignée paternelle. Donc, dans le fond, moi, si j'ai un frère, il a exactement le même chromosome Y que mon père,
que son père à lui. Donc, le chromosome Y, c'est ça qui est particulier. Il est identique des hommes de la même lignée paternelle. À ce moment-là, presque en même temps, j'ai aussi soumis à notre laboratoire à Montréal un nouvel exhibit de la scène de crime qui n'avait pas été analysé, c'est-à-dire le pantalon de Sharon Pryor, qui avait été retrouvé à proximité d'elle, mais qui avait été enlevé par le suspect. C'est que l'ADN qu'on avait dans le dossier avait entièrement été consommé pour l'utilisation du profil phénotype. À chaque fois qu'on utilise l'ADN pour faire une analyse, on en perd une partie. On ne peut pas réutiliser l'ADN. L'ADN, dans le fond, c'est un peu comme si on la mettait dans un feu. Elle est consommée, on ne peut pas la réutiliser. Le fait d'avoir conservé ces preuves-là vous permet aujourd'hui de prélever de l'ADN. S'il y a une bonne quantité d'ADN sur un vêtement qui a été bien conservé, nous, c'est sûr qu'on peut aller chercher l'ADN, puis à ce moment-là, on peut, dans le fond, faire l'expertise. C'est comme si le crime s'était produit il y a quelques mois. Puis effectivement, le profil du tueur a été retrouvé sur le pantalon, mais c'était le même qui avait été retrouvé sur la petite culotte de la victime, puis également sur la chemise d'homme qui a servi de lien de contention. On a pris ce nouveau prélèvement-là, puis là, on a fait affaire avec un deuxième laboratoire qui utilise d'autres banques de données génétiques. Puis, ils ont trouvé un nom de famille, donc un patronyme, qui nous est transmis à ce moment-là pour notre enquête. Mais depuis 1975, ce nom-là avait jamais été évoqué par qui que ce soit. Je me suis dit, OK, c'est pour ça qu'on court après un fantôme depuis tout ce temps-là. Donc là, moi, je dois travailler fort pour trouver, bon, OK, ce nom-là, est-ce que je le retrouve dans la population? Est-ce que c'est un résident de Pointe-Saint-Charles? Est-ce qu'il est dans des banques de données policières? Je dois essayer de trouver des correspondants à ce nom-là. Fait que c'est là que moi, dans mon enquête, je suis arrivé avec une personne que je retrouvais sa trace à Montréal, tout près de Pointe-Saint-Charles, avec des antécédents judiciaires, donc qui pouvait vraiment correspondre au profil de notre suspect. Premièrement, c'est un citoyen américain, c'est pas un Canadien. Puis deuxième chose, c'est que si c'est bien notre suspect, bien ce citoyen américain-là, aujourd'hui, est décédé, puis il est enterré aux États-Unis. Informations qui sont très intéressantes à plusieurs niveaux, assez pour qu'on doit rencontrer la famille Pryor puis les informer de cette nouvelle piste d'enquête-là. C'est probablement la meilleure piste d'enquête qu'on a eue dans le dossier là, depuis 1975 d'ailleurs. Hi, Mrs. Pryor. Oh. Hi. Hello. How's it going? Hi. So we're gonna take a little bit of Yes, your please. time again? Thank you. Yep, all right. Your mother is here? Yes, she is. All right. She's right here. Hi, Mrs. Pryor. Hello. There's Mr. Eric. How you Yeah, doing? you remember me, Yeah, I do. Eric? Eric. We're gonna give you news about the case again. Okay. We're still on the same good lead, and that's why we want you guys to be part of it, okay? So, as you may remember, it's a U.S. citizen, okay? He comes from a family of 8 children. 4 of them are male. Among the male, 2 are still alive. One of them is in Florida States, and the other one is in West Virginia, okay? About the 2 dead ones. Our main suspect, the one that we found traces of him in Montreal area, is the one that is now in a graveyard site in West Virginia. That one died at 36 years old in 1982. So in 1975, he was 28 years old. Oh, he was 28. He was 28. By the way, 28. yeah. As you may remember, he's also the exact same age as the suspect in Cheryl assault. You remember that? Yes. I still have the report with me, so that fits perfectly. The description also fits. They can't be 2 Yeah. at one time in Yeah. a matter of half an hour. Then, You cannot give any unfortunately, names right now? No, nothing. not yet. I can't wait to tell you guys his name. But his name was never brought up by anyone since 1975. Là, ce qu'il nous faut, c'est d'obtenir l'ADN des 2 frères aux États-Unis et d'utiliser cet ADN-là pour la comparer avec celle de notre suspect, donc l'ADN qui a été trouvé sur la scène de crime. On a contacté le FBI, puis avec leur assentiment,
on a réussi à obtenir l'assistance des corps de police locaux où résident les deux frères du suspect. Donc, on est entré en contact avec la police de Sarasota en Floride et la police de Huntington en Virginie-Occidentale. On leur a demandé de prélever l'ADN de ces deux frères-là et de quelle façon le faire. Puis, on est en attente de ces retours-là. Bureau des enquêtes, sergent détective Racicot. Le colis est arrivé? OK, parfait, je m'en viens. OK, c'est bon, merci. On vient de recevoir là, aujourd'hui l'échantillon d'ADN en provenance de la Virginie-Occidentale. C'est celui d'un des frères de notre suspect principal au dossier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet échantillon-là, on va le laisser tel quel dans la boîte d'emballage, puis on va aller le porter dès aujourd'hui au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal pour qu'il soit analysé et comparé avec l'ADN du tueur sur la scène de crime. Hey, salut! Salut, tu me vois puis tu m'entends bien? Oui, super bien. OK, parfait. J'ai des très bonnes nouvelles pour le dossier. Tu sais qu'on voulait récupérer l'ADN des deux frères de notre suspect principal dans le dossier. On a essayé différentes techniques d'approche pour obtenir ces ADN-là qui n'ont pas fonctionné. Par contre, ce qui a été décidé comme nouvelle approche, c'est de carrément aller cogner à la porte de ces deux frères-là, mais simultanément. Puis vendredi, j'ai eu des développements parce qu'ils ont réussi à faire ça. Les deux frères étaient là, les deux frères ont coopéré. J'ai le prélèvement, ça c'est le prélèvement d'un des frères, d'Huntington, là, de la police de la Virginie. Fait que je l'ai déjà reçu. L'autre, je vais le revoir cette semaine également. L'ADN de l'analyse des échantillons des deux frères, si c'est positif, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir dire qu'il y a un lien avec notre tueur. Ce lien-là va nous permettre d'arriver avec des motifs pour demander l'exhumation du tueur. On a reçu également aussi la semaine passée, j'ai reçu son dossier judiciaire complet, mais non seulement le dossier judiciaire, mais le dossier carcéral au complet. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier carcéral? Le dossier carcéral, c'est magique parce que on a accès à une grosse banque d'informations sur toutes ces incarcérations, la raison, son comportement à l'intérieur des murs. Puis je te cacherai pas que c'est volumineux. Il y a beaucoup de chefs d'accusation, différents types de chefs d'accusation aussi. Il aurait commencé sa carrière criminelle à 11 ans. Ben, voyons donc. 11 ans, il était dans les centres de correction pour juvéniles. Est-ce qu'il y a des crimes qui ressemblent aux crimes dont était victime Sharon? Oui. Ah! Je présume que s'il avait été incarcéré en 75, tu le saurais, là. Oui, exactement. C'est ça qui était OK, donc... un des buts recherchés aussi, et c'est pas OK. le cas. Puis on peut voir aussi également qu'à différentes reprises, il s'est retrouvé aussi dans la région de Montréal, aussi au Canada. On a beau savoir que c'est un Américain qui a traversé la frontière de multiples reprises, il reste qu'on a encore beaucoup de questions sans réponse. Là, on travaille un peu sur un casse-tête, puis on essaie d'aller chercher le maximum de pièces pour avoir le portrait d'ensemble. Parce que la plus grande crainte, je pense, que la famille avait dans ce dossier-là, c'était que le tueur, c'était quelqu'un de la communauté qui côtoyait fréquemment, encore jusqu'à aujourd'hui, mais sans savoir c'est qui. Donc là, on veut essayer de leur amener de plus en plus de réponses à ce questionnement-là. Puis comment on peut faire ça? C'est par une enquête classique. Ça prend beaucoup de temps aussi. Hi, Doreen. Hi, Maureen. Hey, hello, how are you? Pretty good, and you? Very good, thank you. We've got big news today for you guys. So we were waiting for the results, and I've got it with me right now. Okay, great. There's a match. So what I mean by that, Is what? it's so good that we can say that there's 140 million more chance that it is one of their brother instead of anyone else. Okay. Oh, So it's Very It's good. that strong. So we're very, very close to an end. Premièrement, les deux frères ont le même chromosome Y que celui du tueur, de 1. Mais
c'est pas un de ces deux frères-là qui est le tueur, mais c'est un de leurs frères. Let me do a little recap about the meeting with the two brothers when we went there to get a DNA sample, okay? Let's talk about the first one, the one in Florida State. He said right away that he wasn't surprised that he could be involved in it, right away. So why is that? Because he said he's a violent man. And the other one said the same thing. He said he probably did it while he was stationed at Okinawa in Japan with the Marine Corps over there. The main suspect tried to rape his wife. You do know that he was in jail for rape too, but again, he hated him. I'm glad he's dead. Yeah, Won't kill anybody else. exactly. He did. He was dangerous, Yeah. real dangerous. Après avoir parlé avec les policiers de Sarasota et d'Huntington, on a obtenu beaucoup d'informations supplémentaires. Ils l'ont décrit comme un homme qui est très violent. Puis il y en a même un qui a dit qu'il ne serait pas surpris s'il avait tué quelqu'un d'autre. We're working right now for the next part of our investigation, which is the exhumation. Yeah. Eric, I love you. Unfortunately, I was unable to put him in cuffs, but Yes. at least you will have some answers. So, And it'll be 48 years. yeah. Exactly. So we'll see. Yeah. Nous, ce qu'on espère, c'est que l'ADN qu'on va récupérer sur le corps du tueur au moment de l'exhumation, on croit que ça va nous permettre de prouver de façon définitive sa responsabilité dans le meurtre de Sharon Pryor. C'est vraiment ça que ça va nous permettre. Puis ça va nous permettre d'apporter une réponse finale aussi à la famille sur l'identité du tueur. Hi, Sophie. Tom Tippin, nice to meet you. We're really excited to be here. We come a long way. We'll finally be able to resolve it. And for the family, it's very exciting as well. Aujourd'hui, on procède à l'exhumation de notre suspect principal dans le dossier, celui sur lequel on a travaillé depuis tant de semaines. C'est vraiment comme un accomplissement aujourd'hui. L'équipe d'identité judiciaire de la police d'État de la Virginie est là pour nous aider, puis secondée par notre biologiste qui, elle, va procéder au prélèvement, dans le fond, ce qu'elle a besoin de récupérer pour des profils d'ADN. Là, ça fait à peu près une bonne vingtaine de minutes que la machinerie creuse. Là, ils viennent de se rendre compte que la tombe est peut-être pas dans un très bon état. C'est une tombe en acier. Donc là, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour la sortir sans abîmer, finalement, le cercueil. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour du trou en ce moment. Il y a un périmètre de sécurité. On veut pas que les gens approchent. On laisse Eric travailler parce qu'on comprend que c'est l'aboutissement. En tout cas, c'est une étape super importante et stressante également. Donc, on le laisse travailler. Pendant que la biologiste est en train de travailler à l'intérieur, ce que je comprends, c'est qu'elle doit prendre des ossements, 5 ossements, donc le mandibule, le fémur, par exemple, des endroits où elle sait qu'elle peut trouver de l'ADN. D'abord et avant tout, ce qui va arriver, c'est qu'on va se rendre premièrement dans les locaux du FBI, ici à Huntington. Tout ça dans le but de, premièrement, laver les prélèvements avec de l'eau, les rincer, les nettoyer, pour ensuite les installer dans des sacs d'exhibits qui vont être scellés. Une fois que les exhibits vont être de retour à Montréal, je vais aller les mener moi-même au laboratoire des sciences judiciaires de Montréal, où il y a une biologiste qui nous attend pour commencer à procéder à l'extraction d'ADN pour son analyse.
viens tout juste de recevoir un appel des biologistes du laboratoire des sciences judiciaires. Ils m'ont informé qu'ils avaient obtenu un profil complet à partir des os qu'on a obtenus nous-mêmes à partir de l'exhumation. Puis ils ont même eu le temps de comparer ce profil-là avec celui du tueur sur la scène de crime. Et on a un résultat qu'on peut aujourd'hui communiquer avec la famille Pryor. Franklin Maywood Romine, c'est un Américain avec un lourd passé judiciaire, donc plusieurs antécédents. On parle d'au minimum de 13 condamnations criminelles. C'est un individu qui passait son temps à traverser la frontière. Quand il sentait que les policiers couraient après, bien, il prenait la fuite de part et d'autre de la frontière. Au moment où on se parle, on sait qu'il y a au moins 4 victimes de viol. Puis en ce moment même, on est en train de vérifier la possibilité qu'il ait commis d'autres crimes du même genre, tant au Canada qu'aux États-Unis. So at 1:40 this afternoon, Yeah, I received a phone call from our biologists. okay. First, they have a complete profile from the bones. The second thing is that the profile from the bones Yeah, is a full match with the one from the crime scene that belongs to the murderer. So it's him. It's really him without any doubt. wow, It's loud and clear. beautiful. Yeah, it's him. I'm happy. I'm happy. Yeah. I'm happy, but I'm crying. Yeah. Yeah. If you need anything, 48 years journey. Sharon is yeah. guided, Mommy. It was always on my mind, who killed Sharon? Who killed her? And we always thought maybe it was somebody in Verdun or in the Point, but it's not, which is good, which is good. They got him. J'ai senti qu'on leur enlevait un gros poids sur les épaules. Je ne cacherai pas que c'était très émotif. Ces femmes-là sont extraordinaires. Ils ont dédié leur vie à la résolution de ce crime-là. Tu sais, tout au long de ma carrière, j'ai travaillé sur plusieurs histoires de meurtres non résolus, de disparitions, puis souvent, les gens perdent espoir, malheureusement. Et cette nouvelle-là, l'affaire de Sharon Pryor, je pense, va redonner espoir à tellement de familles qui cherchent, qui sont dans le néant encore aujourd'hui, parce que peut-être que finalement, la réponse se trouve à quelque part. I hope that from now on, Sharon will be able to rest in peace. Rest in That's peace, my yeah. only wish for her right now. Yeah.